Bien, bonjour Romain. Merci d'être là avec nous. Comme d'habitude, on va commencer par te présenter toi, qui tu es, en fait, ton parcours professionnel, voilà un petit peu d'où tu nous parles. Et puis après, on va dérouler par rapport à tes activités actuelles et ce que tu fais. Voilà. Ok, merci beaucoup Marc de me permettre d'avoir l'opportunité d'échanger sur mon métier. C'est toujours agréable de parler de son expérience. Pour me présenter rapidement, de mon côté, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans l'expérience utilisateur dans le digital. J'ai commencé en agence et j'ai fait 10 ans d'agence, travaillé pour différents clients, que ce soit dans l'industrie, dans l'e-commerce, dans le retail, etc. Et notamment avec une expérience assez significative chez Publicis Sapient à Paris, où je suis resté 4 ans là-bas, et je travaillais sur des programmes de Digital Factory pour des très grosses ETI, voire des entreprises du CAC 40, donc Sonepar, Intermarché, Carrefour, Renault, Galeries Lafayette, donc voilà un petit peu différentes typologies clients, B2B, B2C, et donc au sein de ces Digital Factory, alors je précise juste au cas où certains des personnes ici ne savent pas forcément ce que c'est qu'une Digital Factory, ce que c'est. Une Digital Factory, c'est euh, le bras armé de production d'applications web, de sites web, de grands groupes. En général, elles sont là lorsque les DSI commencent un petit peu à avoir des couches de process qui font que le développement prenne du temps. Et donc, les Digital Factory sont en général des équipes de 100 à 300 personnes qui sont là pour voilà, vraiment délivrer de la valeur sur des produits digitaux identifiés, notamment de site e-commerce par exemple, chose très transactionnelle. Et donc on recrute énormément de monde très rapidement et on a pour objectif de dérouler des plateformes web très rapidement aussi. Donc, je travaillais pas mal sur ces sujets-là pendant 4 ans. Et moi j'étais donc lead user experience. Donc moi j'ai un background de designer. J'ai été product designer pendant 10 ans. Donc j'étais intégré au sein d'équipes fonctionnelles de développement avec un product owner, avec des développeurs, des scrum masters, des business analysts, etc. Et donc moi je m'occupais d'identifier un petit peu les problématiques que les clients pouvaient avoir, que les utilisateurs Anima pouvaient avoir, pour ensuite les transformer en fonctionnalités et créer un petit peu les workflows de ces fonctionnalités, quelles étapes l'utilisateur va passer, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à tel moment, et puis comment ça se traduit en interface. Une fois qu'on a identifié ça, faire des tests utilisateurs avec les personnes, conduire des interviews, envoyer des formulaires, des surveys en ligne, pour comprendre comment est-ce qu'on réagit, est-ce qu'on lance les développements de cette solution-là, etc. Le tout étant de pouvoir dérisquer les développements pour éviter que ça nous coûte cher de lancer une solution qui serait pas pertinente pour nos utilisateurs, qui serait du coup pas utilisée et donc ne génère pas de business. Donc c'est très une vision produit que tu as une casquette produit que tu avais, c'est ça? Alors moi je suis un product people. D'accord. Des pieds à la tête. Clairement, moi j'évolue dans des équipes produits, dans des squads. J'évolue dans des structures qui sont à minima d'une dizaine de personnes juste dédiées à la partie product management et product design. Mhm. Donc voilà. Donc voilà, moi les équipes dans lesquelles je travaillais, on parle de minimum 10 designers, 10 product managers. C'est à peu près le niveau d'équipe avec lesquelles moi j'interagis. Donc je suis resté voilà 4 ans dans ces équipes-là. Sur les dernières années, avec ma casquette de lead, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au process, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait être plus efficient dans notre approche à la delivery, à la discovery. Donc la discovery, c'est identifier les besoins utilisateurs, la réflexion, etc. Donc les process internes de l'équipe, là, tu veux dire, Tout hein. à fait, oui, tout à fait. Le côté produit Comment et côté interne, oui. Voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que nous, on s'organise en tant qu'équipe pour assurer des cycles de développement qui intègrent des tests utilisateurs. C'est un sujet tout bête, Mm, mm, mais mm. si on envoie en développement des fonctionnalités qui n'ont pas été testées, ou en tout cas des fonctionnalités critiques, parce qu'il ne faut pas tout tester, on prend le risque que un mois plus tard, lorsque on a développé la fonctionnalité, qu'on a engagé
marketing par exemple dessus, qu'on a des utilisateurs qui utilisent et qui nous disent mais non c'est pas du tout ce qu'on voulait et que personne n'utilise, ben en fait on a perdu le TJM de nos développeurs multiplié par le nombre de jours sur lesquels ils ont développé, ça peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros parfois. Et donc Oui, sur des projets comme ça, oui, oui, oui. voilà, c'est ça, sur des projets comme ça coûte cher. Donc du coup, l'objectif c'est évidemment pour moi c'était de faire en sorte qu'on intègre des tests utilisateurs dans nos cycles de développement. Et pour faire ça, il faut qu'on ait une vision en amont. Et donc, il y a tout un tas de processus qu'il faut mettre en place pour y arriver. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est que ça m'a amené aussi à développer des outils internes pour consolider la donnée, pour communiquer entre différents services. Par exemple, moi, j'ai utilisé beaucoup Airtable pour consolider les apprentissages qu'on avait de nos échanges avec les clients ou pour consolider les commentaires qu'on pouvait récupérer des stores qui étaient négatifs et donc que nous on mettait en avant pour prioriser notre roadmap. Et ça, on a besoin de le communiquer avec d'autres outils comme Confluence, comme Jira, qui sont des outils plutôt orientés développement et delivery, pour que tout un chacun puisse en fait pouvoir consommer l'information là où c'est le plus pertinent pour lui. Donc voilà, moi j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ces sujets-là, ce qui m'a amené en 2021 à vraiment prendre un rôle de research ops cette fois-ci dans une scale-up qui s'appelle Agicap, qui est donc une fintech et qui a levé donc 100 millions d'euros juste avant que moi j'arrive. Et donc on a vraiment effectué cette phase de scale où on est passé, nous sommes dans la boîte, on est passé de 200 à 500 personnes. Et dans l'équipe produit, on est passé moi quand je suis arrivé, on était 15 et 6 mois plus tard, on était 50. Donc on a vraiment fait une énorme phase d'accélération. Et donc j'ai rejoint cette équipe-là dans le but de justement assurer que on puisse consolider nos activités de recherche utilisateur qui visent toujours à mieux comprendre le client et donc créer les fonctionnalités qui vont être pertinentes pour lui et donc faire en sorte qu'on ait plus de souscriptions, qu'on ait moins de churn, moins de personnes qui se désinscrivent, etc. Et donc voilà, donc consolider vraiment cette practice-là. Donc je suis resté chez Agicap pendant 3 ans en tant que vraiment profil Ops cette fois-ci. Et à l'issue de ces 3 ans, oui c'est ça. Et à l'issue de ces 3 ans, je suis parti en freelance pour aider d'autres équipes qui pourraient avoir des mêmes problématiques à justement passer ces caps-là et à vraiment capitaliser sur tout ce qu'ils peuvent avoir comme connaissance client, comme effectuer la recherche utilisateur. Depuis depuis 1 an et demi, toutes mes activités ont été impactées par l'IA. Et donc, je suis de plus en plus amené à intégrer des automatisations, des agents et des assistants à base d'IA pour justement aider à faire toutes ces activités dont on vient de parler. Voilà, dans une grande phrase, un petit peu ce que je propose. Ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est en fait tu viens du monde de l'expérience, enfin l'UX, produit, et, voilà cet univers-là et puis du fait que tu as pris le lead d'une équipe, t'as ajouté à ça des questions d'organisation, d'efficacité de l'équipe, mais également de ce que vous livrez, quoi. Ouais, C'est tout à fait, de l'organisation, je dirais, au sens large. tout à fait. Pour autant, moi, je suis pas vraiment dans la partie delivery, hein. Et c'est normal, hein. C'est parce que je veux C'est en amont. cloisonner un petit peu ça, parce qu'à un moment, il faut choisir ses batailles, choisir où est-ce qu'on va avoir de l'impact. Vraiment, mon objectif, c'est faire en sorte qu'une fois que euh, on a identifié des fonctionnalités, on soit sûr que c'est celle-là sur lesquelles il faut travailler, et que lorsqu'on va commencer à faire du design, lorsqu'on va Mhm. in fine livrer des specs à une squad de développeurs pour qu'ils développent, on ait réduit au minimum le niveau d'incertitude de cette équipe sur le fait que c'était le bon, finalement le bon budget alloué là-dessus, quoi. C'est une grande question que beaucoup de monde se pose ça. Et tu te basais sur avant Agicap, tu disais c'était beaucoup d'analyse des commentaires, etc. Et tu utilisais de l'IA ou c'était fait à la main, ça? Alors, j'ai vraiment commencé à travailler sur la partie retour utilisateur et je pense qu'on aura l'occasion de faire un deep dive dessus chez Agicap. Au moment où j'étais moi chez Publicis, on faisait beaucoup de recherche utilisateur.
Donc la recherche utilisateur, c'est vraiment rentrer en contact avec des utilisateurs finaux de la solution pour comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'ils effectuent une tâche et comment est-ce que du coup nous on pourrait s'intégrer dans cette tâche-là au quotidien pour je sais pas pour par exemple aider à gagner du temps, aider à faire tout un tas de choses. Je te donne un exemple très concret. La recherche utilisateur, ça peut être quand je travaillais pour le client Sonepar, ça peut être au niveau de la livraison des commandes. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont d'électriciens qui sont sur le terrain toute la journée, et à la fin de la journée, toutes ces équipes-là, finalement, envoient un message ou remplissent des fiches, ils retournent au bureau, puis ils le donnent à leur manager avec la liste de tous les éléments dont ils ont besoin pour le lendemain. Et cette personne-là fait sa commande, et puis il y a des camions qui partent dans la nuit, et puis qui sont livrés le lendemain, etc. Et du coup, cette personne-là doit attendre que tout le monde soit rentré pour faire sa commande. Et donc, finalement, c'est des gens qui finissaient à 20h le soir. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là gagnent 1 heure et rentrent chez eux plus tôt et ils finissent à 19h plutôt qu'à 20h? En identifiant comment fonctionne l'entreprise grâce à des interviews, on peut avoir la capacité à se dire, tiens, peut-être qu'en fait, on va faire une fonctionnalité qui permet aux personnes qui sont sur le terrain avec une appli mobile de déjà rajouter dans le panier tous les éléments dont ils ont besoin pour que la personne, finalement, le soir, n'ait plus qu'à valider une commande plutôt que de toutes les renseigner. Donc, en fait, on lui fait gagner 1 heure. Finalement, ton métier, c'est de sauver des couples, quoi. C'est ça, hein? Ouais, en tout cas, c'est pas sauver des vies pour le moment, c'est sûr. Donc, à minima. Mais voilà, et donc, en fait, toutes ces interviews génèrent de la donnée. Ces interviews-là, on va les prendre, on va poser les mêmes questions à chaque fois, de la même manière à différents profils. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir identifier là-dedans, c'est quels sont les schémas qui reviennent pour extraire la donnée. Et donc, en fait, ça, on va le faire avec une approche méthodique. Et on va dire à chaque fois qu'on a voilà, telle interview, on va le mettre dans une plateforme. Alors, beaucoup de personnes utilisent Dovetail, par exemple, c'est une plateforme de user research. Et on va, comme pour chaque verbatim qui nous intéresse, on va lui attribuer un tag. Et on va dire, tiens, là, il nous parle de la livraison, là, il nous parle du temps perdu, là, il nous parle d'ici de ça, de ça. Et donc tout ça, c'est des éléments d'information qui, mis bout à bout, vont nous générer un apprentissage. Cet apprentissage, c'est très bien, on l'a, on le chérit, on le porte, et puis on va le défendre, et puis à un moment donné, on arrive à le prioriser pour dire, tiens, c'est quelque chose sur lequel on pense que ça a un intérêt d'un point de vue business. Mais cette information-là, après, elle va être perdue. Si on n'est pas la personne qui a fait la recherche, elle va être perdue, et on va pas réussir à recapitaliser dessus peut-être plus tard. Et donc, moi, mon travail, c'était de faire en sorte que tous ces éléments-là qui sont pertinents et qu'on récupère auprès de nos utilisateurs, on les consolide dans des bases de données pour qu'ensuite on puisse les utiliser. Donc voilà, ça c'est un exemple typique de comment on fonctionne. Une base de connaissances de l'entreprise. C'est ça, c'est une base de connaissances des utilisateurs. Et quand on parle pré-RIA, c'était très chronophage de le faire. Ouais. Ça demandait énormément d'efforts de maintenance. Ça demandait à des personnes de savoir utiliser la base de données pour aller chercher les informations. Et in fine, finalement, c'est plutôt les personnes au profil researcher qui l'alimentaient et allaient s'en servir, et pas tellement les personnes décideurs ou les personnes consommateurs qui s'en servaient. Donc typiquement, ma première mission que j'ai fait pour mon client chez Anaïf, ça a été de briser un peu ça, parce qu'ils avaient cette même problématique. Eux, ils étaient une équipe de 60 designers, répartis dans différentes business units, donc vraiment avec des profils très séparés. Ils avaient même une équipe qui s'occupe de faire de la veille marketing, des études. Donc ils avaient aussi toutes ces pièces d'information hyper intéressantes, mais qui n'étaient jamais finalement utilisées. La finalité, c'était quoi? C'est qu'on avait une part d'efficacité dans les process parce qu'on se retrouvait à avoir des équipes qui font 2 fois les mêmes projets de recherche, qui vont poser les mêmes questions ou similaires à différents profils alors que la question a déjà été répondue. Ouais. Typiquement, le fait de se lancer dans un projet sans savoir que Bidule, qui est dans une autre équipe avec qui je parle jamais, a déjà travaillé sur ce sujet-là et qui pourrait, lui, m'apporter des informations. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un RAG, donc un Retrieval Augmented Generation, c'est un assistant IA qui va vectoriser, donc rendre accessible à une IA et à un LLM toutes les informations de nos documents de restitution de nos apprentissages et faire en sorte qu'on puisse poser des questions à cet agent
Par exemple, a-t-on déjà fait des recherches sur la RSE? Et donc, cet agent a la capacité de aller regarder dans tout le corpus de documents, il y en a des centaines, et nous dire si oui ou non on a déjà travaillé sur ce sujet-là, qui a bossé sur ce sujet-là, quelle méthodologie ils ont utilisé, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc voilà, typiquement, ce que je faisais chez Publicis à cette époque-là, bah, aujourd'hui, la version 2025, elle est complètement différente. Pour autant, elle répond à la même problématique qui est comment j'arrive à utiliser et à consolider la connaissance que j'accumule au fil du temps. J'avais connu, il y a presque 20 ans, hein, déjà. Ouais, ça fait un peu vieux machin, mais en parlant comme ça. Et c'était notamment Accenture, Capgemini, qui étaient très orientés base de connaissances. Et quand ils avaient un chef de projet qui terminait une prestation chez un client, il devait donner toute la documentation. Et derrière, il y avait des gens dont le seul travail toute la journée, c'était de normaliser cette base de connaissances avec des tags, des chiffres, etc. Pour que eux ils sachent, bah voilà, chez tel gros client, voilà tous les projets qu'on a eu, les métriques qu'on a, le type, par exemple si c'est Capgemini, ça va être le type de développeur, combien on paye, etc. Et ou si on veut travailler sur un marché, voir comment ça se passe. Et c'était un travail à la fois nécessaire et utile, mais mais c'était énormément de travail, quoi. Avec ce que je vois avec des technologies comme le RAG, en fait, c'est des bases de connaissances intelligentes. Pour reformuler un petit peu, on peut mettre les documents, il y a quand même du travail de préparation, mais après, c'est beaucoup plus facile, quoi. Il y a plus ce travail de normalisation. Donc Et voilà un ça t'a exemple. apporté quel résultat? T'as su un petit peu mesurer les bénéfices de ça, ou Les bénéfices de quoi du coup? de la mise en place de ce RAG? Aujourd'hui, c'est en place depuis que quelques mois, donc c'est D'accord. plus Donc, vous n'avez pas encore le recul, là. ça reste récent. Pour autant, ce que on voit, c'est qu'il y a plusieurs demandes qui sont effectuées chaque semaine de personnes qui, du coup, arrivent à activer la connaissance existante, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc ça, c'est déjà un indicateur très intéressant. Ouais, puis plus on nourrit la machine, plus ça devient pertinent. Voilà, exactement, tout à fait, tout à fait. Hum, 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 hum. Voilà, donc ça, c'est pour on va dire, l'aspect plutôt consolidation des insights. L'autre aspect que j'ai plutôt abordé chez Agicap cette fois-ci, c'est comment est-ce que on arrive à capitaliser sur tous les touchpoints qu'on a avec nos clients à l'échelle. C'est-à-dire, par exemple, je suis une personne du support client, donc customer success ou peu importe. J'ai un échange avec un client et il me fait remonter comme quoi telle fonctionnalité n'est pas au point, ou que ça marche pas comme il veut, ou il aimerait pouvoir faire ça sur la plateforme. Eh bien, chez Agicap, on a mis en place un système où en fait c'est très simple de contribuer et de faire remonter cette information-là dans une base de connaissances. Et donc on a mis en place, donc nous on récupérait 700 feedbacks comme ça clients par mois, Mhm. et tous ces feedbacks-là en fait créaient un flux entrant de données. Donc on avait typiquement du feedback qualitatif de la part des équipes Customer Success. On avait aussi des commentaires qui étaient renseignés par les équipes commerciales lorsque elles étaient en appel téléphonique avec un prospect et que le prospect lui faisait un retour. Les commerciaux Mhm. ajoutaient un petit snippet dans leur CRM, hashtag product, et ça nous envoyait directement le feedback. Donc on en avait pareil une centaine par mois à peu près qui remontaient de cette manière-là. Et puis ensuite, moi j'ai passé des capteurs un peu partout dans l'entreprise euh, pour dès qu'on a des éléments comment dire, dans des flows, des bouts d'informations qui sont pertinentes pour nous, et bien pouvoir être là et écouter ce qui se passe grâce à des outils d'orchestration. Et dès qu'on a par exemple un client qui demande à se désinscrire à la plateforme, et bien à ce moment-là, lancer une automatisation qui va utiliser du LLM, qui va aller Mhm. récupérer toutes les informations qu'on a sur ce client, donc par exemple les échanges qu'on a pu avoir, les tickets support qu'il a pu ouvrir, son activité sur la plateforme. Et le LLM arrive à donner du sens à ça, il arrive à nous expliquer pourquoi ce client-là, il pense que ce client-là souhaite se désinscrire. Et il arrive aussi à identifier s'il y a des fonctionnalités de produits incriminées au sein
de cette demande de churn finalement. Et si c'est le cas, le faire remonter dans notre base de connaissances. Donc on a des capteurs qui nous envoient de l'info et qui, mis bout à bout, nous génèrent ce pipe entrant de 700 feedbacks par mois. Et donc ça c'était très intéressant parce que du coup ça nous a permis, nous, de comprendre et de rationaliser nos décisions sur quelles sont les batailles à mener. Et ces batailles-là, finalement ça concerne combien de personnes, c'est quoi le revenu associé à ces personnes, parmi telle fonctionnalité versus une autre fonctionnalité, est-ce qu'il y en a qui sont plus pertinentes d'un point de vue business à adresser qu'une autre? Par exemple, d'un côté, j'ai une fonctionnalité où on a 100 demandes, et à côté, j'ai une fonctionnalité où on a 30 demandes, laquelle on va adresser. Et C'est très orienté produit, parce que j'ai en tête une entreprise lyonnaise où par exemple ils avaient identifié dans la cause de certains churn, c'est ils avaient des points réguliers avec les clients et puis sur tel client en fait il y a un truc qui s'est mal passé, on l'a pas bien suivi et du coup ils ont pas bien utilisé le produit et à la fin de l'année ils résilient la souscription quoi. Et là c'était pas le produit qui est en cause, c'était plus il y a eu un l'onboarding. dans le customer success quoi. Et ça pouvait être des choses comme ça, ou c'est toi ton focus produit. Alors moi, le focus c'était produit, pour le coup, D'accord. parce que les consommateurs de la base de données sont des product managers, des product designers. Donc moi, mon focus était que sur le produit. Après, l'analyse, elle était faite au global. C'est-à-dire que tout ce qui était lié à l'onboarding, ça partait aussi côté onboarding, en fait. L'analyse était publique et fournie à tous. Donc en fait, dans un canal Slack, hein. Donc si tu veux, évidemment, quand il y a des soucis d'onboarding, les personnes en charge de ces sujets-là. Mais moi, le focus, mais voilà, c'était peut-être moins structuré que ce que nous, on avait mis en place côté produit. Côté produit, du coup, ça permettait, nous, d'identifier la fonctionnalité qui est à 100 retours. En fait, quand on regarde, on se rend compte que ce sont des clients qui sont actifs sur la plateforme, qui ont déjà renouvelé une première fois, et donc qui sont des happy clients. Alors que quand on regarde la fonctionnalité avec 30 feedbacks, on se rend compte que dans ces 30 feedbacks, il y en a 10 qui sont des prospects qu'on n'a pas convertis, et 5 qui sont des clients qui se sont désinscrits parce que c'était pas au niveau. Et donc là, on a un vrai impact business cohérent et critique qu'on peut adresser, avec un revenu précis en face qu'on a perdu. Et donc, du coup, ça nous permet de rationaliser nos choix. Et donc, ça, c'est pareil, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est ce que j'appelle l'efficacité opérationnelle. C'est comment est-ce qu'on arrive à être efficace dans nos analyses et à pouvoir prendre des décisions qui font que plus loin, soit on ne perd pas du temps à être challengé, ou on remet pas forcément en question ce qu'on a mis, et on arrive à embarquer toute une équipe dans ce qu'on fait parce qu'on arrive à expliquer nos choix. Je trouve ça très intéressant, fait ces approches. C'était peut-être pas possible avant l'IA. Hein. Moi, j'ai connu ça. Je nommerai pas l'entreprise, mais c'était notamment sur le du support où les gens, enfin support maintenance, et les gens venaient demander du budget pour régler telle et telle problématique, tel ou tel bug sur une application. Et dire oui oui là il y a un sujet, il faut qu'on règle ça et on va économiser tel coût si on règle ce problème. Et plusieurs années après, donc moi j'avais l'impression que c'était analysé de manière très factuelle et donc on a loué le budget etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste du ressenti. C'était pas du tout objectivé en disant ben tiens on a eu tant de retours sur ce sujet. Là, il y a vraiment un problème. C'était comme ça. Je pense que c'est plutôt là qu'il faut aller, quoi. Et alors que ces outils, ça permet d'objectiver en disant, ben là, on a 100 retours sur ce thème, alors que ça peut exprimer de manière différente. Hein. Et effectivement, c'est là qu'il faut mettre. Alors que là, ben, finalement, ça concerne 3 personnes. Ben, on va vivre avec. On va pas mettre du budget en premier là. Le problématique, c'est qu'on va avoir plein de biais lorsqu'on va commencer à décider quels sont les sujets importants, parce qu'on a une capacité réduite, nous, de développement. Et donc, là, les biais ils vont être de différentes natures. On va avoir les commerciaux qui, parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre 2 fois pour la même raison le mois dernier,
leur solution, qui vont dire, mais c'est absolument le truc qu'il faut faire, ça va nous débloquer le business, alors qu'en fait, c'est juste un biais de récence. Si on regarde tous les deals sur les 6 derniers mois, en fait, c'est que 2 fois. Donc, c'est Oui, pas du tout pertinent. Mais après, il y a aussi, c'est pas vraiment des biais, mais c'est le fait que ben, quand on est dans une salle et que vous avez différentes personnes, et ben souvent c'est la personne qui a le plus gros salaire qui décide. Et donc pareil, ça permet un petit peu de contrecarrer ça et de moins d'avoir du rationnel et finalement que ce soit pas que du ressenti. Que du coup, bah, quand le CPO ou le CEO dit non, moi je pense que c'est ça, ben de dire ouais, bah ok, bah tu penses ça, moi je pense ça, mais du coup bah, c'est toi le boss, donc c'est toi qui décide. c'est Bah du là, non, ressenti, on est quoi. moins dans ces considérations-là. Ouais, puis là, ouais, c'est ce que je disais, c'est objectiver parce que ça peut être soit celui qui a le plus grand poids hiérarchique ou la Ah, plus c'est ça. grosse influence, et puis après, des fois, dire je pense que, on peut discuter des heures comme ça, hein. Alors que là, on mesure et puis voilà, tout le monde peut se mettre d'accord autour de ça, quoi. Après, ça peut être juste un choix stratégique différent, mais c'est assumé en tant que tel, quoi. Bien sûr, il y a des décisions qui, on est OK de les prendre sur du gut feeling, on est OK de prendre des risques, on est OK de dire la concurrence de ça, donc on y va. C'est OK, hein. Après, c'est des stratégies assumées d'entreprise, hein. On est bien Ouais, d'accord ouais. que faut pas toujours se baser que sur les feedbacks, il faut pas être trop euh, comment dire, focus là-dessus. Ce n'est qu'une partie qui vient abreuver tout un ensemble de critères de décision. Ouais, non, non, je trouve ça, c'est intéressant comme t'as outillé la chose. Finalement, t'as été au-delà de ton rôle produit, quoi. Non, Ça, non, c'est complètement mon rôle. Mon rôle, c'est ça, c'est de moi, j'ai faire pas en toujours sorte, vu ça. mon rôle, c'est ça, c'est de faire en sorte que les équipes soient en capacité et outillées de prendre les bonnes décisions. Et donc, pour moi, si tu veux, on a deux pans de cet aspect-là. C'est le pan, j'arrive à identifier les bonnes batailles menées. Et donc, c'est ce dont on Mhm, vient de parler. Il y a quelques semaines, on a fait un talk ensemble et j'ai présenté une solution d'analyse via IA des CES et des CSAT. Donc les CES, c'est des Customer Effort Score et les CSAT, c'est des Customer Satisfaction Score, qui sont mhm, des enquêtes qui sont envoyées à l'issue de certains parcours sur une plateforme et qui permettent bah, de récupérer des commentaires, de récupérer du score, de comprendre un petit peu où est-ce que les équipes, où est-ce que les utilisateurs ont du mal à effectuer telle ou telle tâche. Et ben cet agent IA, lui, va être en capacité de faire des requêtes SQL tout seul, d'aller analyser de la data tout seul et de faire des analyses de ces scores-là et de pouvoir voilà, dire bah voilà sur tel aspect de votre parcours de l'expérience utilisateur, et, mhm. il y a ça qui pêche, il y a ça qui pêche, voici les éléments précis avec les verbatims qui concernent ce sujet-là. Ça, tout ça, toute cette batterie d'outils-là, ont un seul objectif, c'est pouvoir dire, je pense, ce sujet-là, il faut qu'on l'adresse. Après, une fois qu'on a identifié ce sujet-là, il y a l'autre partie du travail qui est comment je l'adresse. Mhm. Et comment je l'adresse, là aussi on peut être outillé. Parce que c'est là où, pareil, quand on parle d'une équipe produit, ce que vont faire les gens en général à ce moment-là, c'est dire ok, on a identifié qu'il y avait ce sujet-là, par contre, juste moi les commentaires qui expliquent que j'arrive pas à l'utiliser, ça ne suffit pas moi pour concevoir une fonctionnalité. Il faut que vraiment je comprenne concrètement et c'est à ce moment-là où on va vouloir contacter les personnes. Mhm. C'est à ce moment-là où on va vraiment faire de la user research terrain, où on va aller voilà, essayer d'avoir des échanges en visio avec ces personnes-là, ou faire des tests utilisateurs, leur faire tester des solutions. Et donc là, on va rentrer dans un nouveau jeu qui est celui de comment je fais pour contacter des personnes. Et là, on a une perte d'efficacité absolument gigantesque au niveau des équipes, parce que vous soyez dans une petite PME ou une grosse entreprise, c'est pas forcément évident de contacter les gens. Parce que pour contacter les gens, il faut plusieurs choses, hein, c'est comme une recette de cuisine, il faut déjà avoir les bonnes données, savoir, bah, ok, je veux parler à telle personne, donc ces personnes-là, bah, à qui je veux parler, comment je fais pour savoir quels sont les critères sur lesquels je vais me baser, est-ce que j'ai de la data et une plateforme data pour y arriver, et donc comment je fais pour bah, écrire sur cette plateforme data,
Mhm. Est-ce que je suis autonome pour le faire? Est-ce que je dois passer par des gens? Une fois que j'ai identifié les personnes, comment je les contacte? Est-ce que je leur envoie un mail? Est-ce que c'est moi qui l'envoie cet email? Si j'ai 100 personnes à contacter, je vais me taper 100 écritures d'email? Bah non, c'est pas possible. Donc est-ce qu'on a une plateforme d'envoi d'emails massifs que je peux utiliser? Ensuite, ces personnes-là vont me répondre. Quand elles vont me répondre, il va falloir peut-être que je récupère un consentement pour enregistrer l'image. Je vais devoir gérer la RGPD. Une fois que je suis en face de ces personnes-là, bah déjà, il y en a qui vont pas se pointer. J'ai pris rendez-vous, mais ils vont pas venir. Et donc, comment est-ce que moi, je mets en place des mécaniques pour envoyer des rappels automatisés, pour faire en sorte que je parle aux bonnes personnes qui sont pertinentes pour ce sujet-là et qui donc vont avoir un intérêt à venir. Comment est-ce que j'enregistre les échanges, ou est-ce que je les stocke, et ensuite quel outil je vais utiliser pour l'analyse, et c'est là où on va beaucoup parler d'IA maintenant. Donc voilà, il y a toutes ces étapes-là qui, mis bout à bout, on va perdre de l'énergie à chaque fois, et bah, dans certaines équipes, lancer un projet de research, ça peut prendre un mois. Entre le moment où je me dis j'ai besoin de faire de la user research, j'ai besoin de parler à des gens, et le moment où j'ai les résultats, il peut se passer plusieurs semaines. Et du coup, en face, j'ai du delivery, j'ai des fonctionnalités qui doivent sortir. Et donc, bah là, il y a plusieurs choses qui se passent. Soit Mhm. on se dit, on l'a anticipé, et donc on sait que là, on va avoir cette période-là de plusieurs semaines, et j'ai anticipé, donc j'ai plein de tâches que je peux faire intermédiaires, ça passe. Soit on l'a pas anticipé, et du coup on se dit, bah on fait pas de user research, et on prend le risque. Soit on fait de la user research, mais un petit peu à l'arrache, et on va parler à deux personnes qui seront pas forcément pertinentes, on va se dire, ok, c'est bon, ça passe. Mhm. Soit on va décaler la mise en prod, alors c'est grave. Et donc voilà, donc euh, moi ma deuxième partie de mon travail, c'est comment est-ce que j'arrive à réduire au maximum le temps entre le moment où on identifie un besoin et le moment où on a des résultats qui sont fonctionnels. Et là, on va mettre en place, pareil, toute une batterie d'outils, des automatisations, des process avec les autres équipes, de l'IA. On va mettre voilà, plein de choses en place pour arriver à finalement rendre cette équipe efficace, et qu'ils ne perdent plus de temps à toutes ces tâches-là, parce que dans tout ce process-là, il y a des tâches à forte valeur ajoutée, comme parler et faire une interview, ça a énorme valeur ajoutée en tant que personne. C'est là où l'humain est vraiment pertinent. Par contre, on a plein de tâches à très faible valeur ajoutée. Envoyer des emails et effectuer des relances pour prendre des rendez-vous, c'est nul. Personne n'a envie de le faire, ça prend du temps, c'est répétitif, réverbatif, et en plus, souvent, on a un taux de conversion qui est très faible. Mhm. Donc voilà, c'est là où on va essayer d'automatiser le plus, c'est là où les LLM vont nous aider à le faire. Le fil rouge que je vois, tu vas me dire si j'ai correctement compris, hein. Dans tout ce que tu nous disais là aujourd'hui, il y a en partant de ton travail autour du produit, c'était de euh, d'outiller pour à la fois comment des choses qui étaient assez informelles, comme tu disais au tout début, sur des commentaires ou des choses qui vont être notées dans le CRM, etc., et qui vont être dispersées, puis qui vont être difficiles à appréhender, de mettre ça déjà au même endroit, et puis d'autre part de le rendre tangible, de le Ouais, rendre intelligible et actionnable. concret. Oui, c'est ça, tu as raison, tout à fait. Et alors comme on disait tout à l'heure, il y a des fois, ça va être des discussions, ouais, mais je pense que, et puis tu peux avoir ton propre biais, toi, tu peux être sensible à tel sujet ou tel sujet parce que tu vas être stressé parce que là, ça va être trop long, ou toi, t'es commercial, tu vas être sensible plus sur tel autre sujet. Là, ça permet de quantifier, de matérialiser les choses, quoi. Ouais, il faut partir du principe qu'il y a énormément d'informations qui circulent dans une entreprise. Si vous croisez un commercial et qui vous dit «Ah, au fait, ce client-là, je l'ai pas eu parce qu'il manquait ça», ben, ça peut pas juste rester une conversation. Il faut qu'à un moment donné, on capitalise dessus. Hum, Et donc, voilà, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est prendre toutes ces données flottantes et qui est hyper intéressante dans tous les services et toutes les forces vives de la boîte, et réussir à capitaliser dessus. Et t'es arrivé à l'IA parce que par quel biais c'était j'ai tel besoin et ce type d'outil me permet de répondre aux besoins,
Parce que C'est une tu bonne utilises, enfin, question. d'une manière, que ce soit les RAG, que ce soit l'IA générative, etc., t'es pas mal dans le sujet. Et ce que je sais de toi, même en dehors de la discussion qu'on a eue aujourd'hui, c'est que t'es assez sensible à ça. Et c'est parce que juste une appétence techno. Est-ce que c'est aussi dire bah j'ai tel besoin, je sais pas y répondre avec les outils actuels, et par contre là ça me permet d'y répondre. C'est effectivement une bonne question parce qu'aujourd'hui, moi, mes interventions sont toutes tournées autour de l'IA. C'est-à-dire que là, moi, je suis engagé par des équipes pour mettre en place des agents IA dans leur organisation. Et donc, voilà, ça fait 6 mois que je fais que ça. Donc, effectivement, c'est devenu maintenant une partie vraiment importante de mon activité. Et moi, je suis arrivé là-dessus donc en 2023. ChatGPT est sorti. Mhm. Clairement, je pense que comme tout le monde, ça a fait un peu wow. Sauf Ouais, que moi, ouais. j'étais ops et que du coup, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je peux repenser de mes process et de mes limites avec maintenant un outil qui me permet de comprendre du texte non structuré. Et, et donc, tout de suite, je me suis dit, moi, il y a des sujets qu'il va falloir que je réouvre, que j'avais dit que j'allais pas ouvrir parce que pas la capacité de le faire, que je vais réouvrir avec ce nouveau regard qui va être l'IA générative. Et donc, le premier sujet que j'ai ouvert, c'est le fameux agent de churn dont on a parlé précédemment, Mhm. où on avait nous ce besoin-là de mieux appréhender le churn. On était dans un business SaaS, et donc vraiment c'est hyper critique de se positionner sur ces sujets-là. Et donc à côté de ça, moi j'avais aussi toute ma stack d'outils d'automatisation. Et il s'avère que donc moi j'utilisais Zapier à ce moment-là. Aujourd'hui j'utilise plutôt N8N, mais à ce moment-là j'utilisais Zapier. Et donc Zapier a sorti un bloc euh, qui permet de faire un appel à l'API OpenAI. Et donc d'envoyer du contenu et d'avoir un résultat. Et donc là, c'est tout de suite devenu très intéressant parce qu'on n'était plus cantonné à ChatGPT. Et à ce moment-là, en mai-juin 2023, on parlait de ChatGPT 3.5 et on venait à peine de sortir la bêta GPT-4 où si on était de la chance, on avait un accès. Si on avait de la chance, on aurait un accès. Donc voilà. Et donc, moi, je me suis dit, ben là, il faut que je teste quelque chose. Si j'envoie de la donnée d'historique à ce LLM, est-ce que je peux avoir une réponse cohérente qui m'expliquerait pourquoi ce client-là s'est désinscrit. Et donc voilà, et donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à faire un tout petit essai pour voir si c'était C'était pertinent. pas mal. Ensuite, je me suis dit, bah, comment est-ce que je vais pouvoir le passer à l'échelle? Et puis, j'ai réussi à le passer à l'échelle. Ça m'a pris 50 itérations, ça m'a pris 3 mois pour y arriver. Pour autant, à la fin, j'avais cet outil-là qui fonctionnait. Et donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dedans. C'est grâce aux outils d'orchestration. Et tu t'es fait happer. Bah, c'est sûr que oui, c'est aujourd'hui, euh, c'est évident que lorsque j'aborde un problème, je me pose la question de quel rôle va pouvoir jouer l'IA générative dedans. Est-ce que c'est un bon candidat ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut automatiser dessus? Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bah écoute, je te remercie, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu pourrais nous faire un wrap-up un peu sur les, les bénéfices voilà, que tu as obtenus euh, voilà, à la fois sur la recherche utilisateur, sur l'IA, voilà, qu'on puisse conclure là-dessus, quoi. Pour donner un ordre d'idée, chez Agicap, moi quand je suis parti, c'était entre 800 et 1000 interviews clients qui étaient faites par an, Mhm. ce qui est énorme, hein, c'est beaucoup. Pour une Oui, équipe oui, oui. produit. C'est plus de 8000 feedback clients qui étaient analysés par an, ce qui est aussi plutôt pas mal. Après, par rapport à nous, notre type de structure et le nombre de clients qu'on avait, hein, Mhm. pour une grosse boîte du CAC 40 en B2C, ça sera peut-être tout petit. Euh, et donc ça nous a vraiment permis, nous, d'être efficaces et d'avoir une équipe produit qui adresse les bons sujets et qui délivre beaucoup de valeur. Là, aujourd'hui, moi, les sujets que j'adresse, typiquement dans les équipes de mes clients actuels, c'est bah, comment est-ce qu'ils arrivent à les prendre d'un point A à un point B. Le point A, c'est j'aimerais pouvoir capitaliser sur
les feedbacks clients, mais j'arrive pas, ou quand je le fais, ça me prend un temps de fou. A, point B, j'ai des agents, je pose juste une question en langage naturel et ils me sortent des analyses automatiquement. Donc ça, on a un gain de temps qui est significatif. Pareil, en ce moment, je crée des agents pour faciliter justement le travail d'analyse d'interviews dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vois, le fait de lire les interviews, aller taguer, puis ensuite reprendre les différents tags et puis identifier des schémas, des patterns pour les analyser, puis voir un petit peu des choses qui reviennent et des éléments qui reviennent régulièrement. Et ben là, aujourd'hui, dans les équipes pour lesquelles je travaille, je crée des agents qui sont connectés à des bases de données où on a en fait vectorisé l'intégralité des interviews. Et sur une vingtaine d'interviews, on va gagner une demi-journée au minimum, voire plus, peut-être même une journée de travail. Donc quand on prend le prix d'un ETP aujourd'hui, eh ben c'est assez vite rentabilisé finalement. Merci beaucoup, Romain. On a passé 40 minutes ensemble. Merci pour ton temps. Je t'en prie, C'était merci beaucoup pour vraiment intéressant. l'invitation. Et puis, bah, si on veut te retrouver, c'est quoi le meilleur endroit? Est-ce que c'est LinkedIn? Souvent, c'est ça? Ouais, c'est sur LinkedIn. Vous C'est LinkedIn? pouvez me pinguer si vous avez des questions, vous avez envie d'échanger sur comment vous êtes organisé vous aujourd'hui dans votre structure, quelles sont les opportunités autour de l'IA que vous pourriez développer dans votre structure. Grand plaisir, moi je suis là pour échanger. Bah, merci beaucoup, Romain. Merci Marc, salut. À très bientôt.